c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut enfin prendre le temps de se poser, de penser à soi et aux autres. Cette émission, vous le savez, c'est vous qui la faites vivre en partageant avec nous des instantanés de votre vie. Il n'y a pas de thème imposé, c'est une libre antenne et vous seul en composez le programme chaque soir de la semaine en appelant le 39 21. Et si vous vous retrouvez dans une histoire, vous pouvez vous joindre à nous en composant ce même numéro pour dialoguer en direct avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également nous envoyer un texto au 7 21 21 code nuit ou un courriel sur le site europe1.fr. Ce soir, vous serez accueillis par Pauline et Assiba. Sous l'œil du maître, j'ai nommé Philippe Chartier, voilà, qui est de retour parmi nous après ses vacances, voilà, et on est toutes très heureuses de le retrouver aux commandes de cette émission. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, voilà, je vous explique vite fait le petit souci que j'ai, c'est que quand ça s'appelle, j'ai rencontré une fille par téléphone avec votre émission l'année dernière en courant septembre, qui avait son prénom Leïla. Ah oui, c'est elle qui avait appelé ? Oui, c'est elle qui avait appelé parce que elle faisait ses études sur Rennes et puis elle voulait être mise en relation avec des gens qui aimaient les pays du Nord. Mm-hmm. Et bon, moi j'ai une attirance sur la Belgique, les Pays-Bas, enfin les pays nordiques. D'accord. Et puis, au fil du temps, on a créé une amitié téléphonique. Mmh. C'est drôle parce qu'à l'époque où on vit maintenant, c'est plutôt Internet, SMS, etc. Mais bon, moi j'ai créé une amitié par téléphone via Europe 1. Ben oui, mais parce que dans cette émission, vous laissez souvent vos coordonnées téléphoniques. Oui. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc d'emblée, vous avez eu ce contact-là avec elle, j'imagine. Oui, puis on a continué comme ça par le biais du téléphone. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que au mois de janvier, malheureusement, elle a eu sur Rennes, parce qu'elle est de Rennes. Oui. Alors, je vais pas trop te dire de détails, parce que vu que j'ai pas pu, entre deux, la voir souvent, je vais pas dire des choses qu'elle me permettrait pas de dire. Non, effectivement, ça serait pas délicat vis-à-vis d'elle. Ah oui. Alors, elle a eu une agression sur Rennes, ce que je peux dire, là où elle habite, c'est tout. Et depuis, les contacts se sont vraiment espacés. Et depuis 5-6 mois, je n'ai plus du tout aucune nouvelle d'elle. Alors, je ne sais pas si elle a coupé le contact avec tout le monde enfin voilà, je sais pas où elle habite, je sais pas du tout. Moi, je suis dormant. Et voilà. La dernière fois que vous l'avez eu au téléphone, c'est elle qui vous a annoncé qu'elle avait été victime d'une agression ? Oui, c'est ça, oui. Mais je l'ai eu entre deux. Je l'ai eu après quelques fois, mais c'était pas vraiment ça. Et puis, je sais pas, elle allait vraiment mal. Et puis, c'est vrai qu'à distance, on peut pas faire grand-chose. Non. Et je m'inquiète un petit peu parce qu'elle est toute seule sur Rennes, elle a pas de famille, elle est du Nord. Mm-hmm. Alors, si quelqu'un au moins, c'est toujours pareil, on est tellement nombreux en France, mais si quelqu'un voyait un petit peu qui c'est cette fille-là, moi je peux bien laisser mes coordonnées après l'émission parce que c'est vrai que c'est embêtant de laisser une amie toute seule sur Rennes, sans famille, qui va mal, parce que c'est vrai que ça l'avait beaucoup choqué, cette agression-là. Mais on peut penser, Benoît, que suite à cette agression, elle s'est peut-être rapprochée, qu'elle n'est pas restée seule. Je sais qu'elle a fait plusieurs séjours dans sa famille dans le Nord. Voilà, on peut penser qu'elle s'est rapprochée de sa famille, qu'elle a trouvé un soutien de ce côté-là. Oui, mais elle a pas elle s'est écartée de la famille parce que ça allait pas avec elle. Alors c'est ça qui est un petit peu, bien sûr, pour le moment, pour le fait, elle a trouvé un réconfort familial, mais je sais que c'était pas, elle allait pas passer aussi sa vie dans le Nord. Elle me disait qu'elle avait déménagé exprès pour s'éloigner de sa famille. Mmh. Mais quel est le sens de votre appel alors ce soir ? C'est de lancer un appel finalement. Oui, c'est ça, c'est que si elle m'écoute. Comme vous l'avez rencontrée par le biais de l'émission, c'est un peu une bouteille à la mer si elle écoute l'émission. Si. En plus, c'est marrant parce que c'est une fille que je n'ai jamais vue encore.
que je connais depuis un an. Bah oui, c'est pour ça. Et c'est une fille que j'ai beaucoup d'atomes crochus parce que moi plus tard j'ai envie d'habiter aux Pays-Bas. Alors j'ai pris quelques renseignements. Je connais un petit peu Amsterdam. Elle connaît très bien parce que d'après ses dires, d'après nos conversations de la nuit, elle connaît un ambassadeur. Enfin, elle connaît beaucoup de choses. Et puis c'est rare de trouver parce que c'est vrai que malheureusement les jeunes de maintenant, quand on leur dit oui, j'aime bien les Pays-Bas, oui, bon, c'est pour le cannabis, mais il n'y a pas que le cannabis là-bas. Il y a des paysages, il y a des architectures, il y a des rues, il y a une mentalité aussi là-bas. C'est un petit peu, c'est près de chez nous, mais c'est à des années-lumière. Enfin, moi, je pense ça de mes yeux vus. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup d'atomes crochus avec elle. Et puis, on parlait des heures au téléphone, parce que moi, je travaille la nuit. On parlait jusqu'à 1h30, 2h, 3h au téléphone. Oui. J'entends bien, mais Benoît, peut-être qu'il faut aussi respecter son silence. Là, il s'est passé cet événement dans sa vie et elle a certainement, on peut espérer pour elle qu'elle s'est repliée vers les personnes qui pouvaient lui apporter une aide. On peut penser à sa famille, à des amis proches, et c'est un peu vous toucher du doigt les limites de votre relation, où certes vous vous sentiez très proche de cette jeune femme, mais malgré tout, bon, vous parlez d'elle comme une amie, mais vous ne l'aviez jamais rencontrée. Je devais la rencontrer début janvier, et l'agression est arrivée quelques jours avant. C'est vrai que certes, mais ça change quand même les choses parce que ça reste quand même une relation qui est restée dans le virtuel. Ah oui, non mais même si vous aviez beaucoup d'atomes crochus et que vous vous sentiez très proche d'elle. Ah oui, non mais je comprends tout à fait. Mais un exemple, elle aurait pu me dire je reprends contact par exemple dans 6 mois. Parce que c'est quelqu'un qui, surmonter ses problèmes comme c'est quelqu'un de très courageux à surmonter ses problèmes, mais à m'en parler. C'est vrai que j'étais d'une relation virtuelle d'1 an, je suis tout à fait d'accord, mais là, il n'y a plus de contact, plus rien. Enfin, on a espacé les contacts de quelques jours à quelques semaines, c'est passé après de quelques mois, et là, depuis 5-6 mois, il n'y a plus rien. Alors, moi, je veux bien respecter, mais savoir où elle en est, elle, de son côté, si elle s'est pas fait un mauvais coup, enfin... Je sais pas. Après moi, si elle m'appelle. Elle a vos coordonnées. Donc si elle voulait entrer en contact avec vous, elle pourrait le faire. Et peut-être qu'elle le fera plus tard. Comment ? Peut-être qu'elle le fera plus tard. D'accord, oui, non mais c'est juste comme ça. C'était pour essayer de. Oui. Peut-être qu'elle écoute l'émission et dans ces cas-là, qu'elle donnera un petit signe pour vous dire comment elle va. Oui, c'est ça. Si elle écoute. Oui, j'espère. Voilà, ça vous rassurerait. Ouais, d'accord. Je vous remercie pour votre émission. Je vous en prie. Et puis bon courage à toutes les personnes qui ont des problèmes, qui croient voir leurs rêves. Merci Benoît. Voilà, merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Kick de Bucket. Et on accueille maintenant Michel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. Alors voilà, j'ai une petite question, disons. J'ai un fils qui m'a appris il y a 2 ans qu'il était homosexuel. Et j'ai des petits-fils du côté de ma fille. Le premier va bientôt avoir 8 ans. Et je me pose la question à savoir comment on doit lui dire, ou si on doit lui dire déjà. Parce que il vit très bien la situation du tonton avec l'ami. Oui. Mais j'ai toujours peur qu'un jour il demande plus à mamie pourquoi ils sont ensemble plutôt qu'à papa ou à maman. Et je me sens un petit peu dépourvue de ce côté-là. Donc votre fils est en couple. Tout à fait, oui. Donc c'est déjà plus facile pour l'annoncer aux enfants. Oui, c'est sûr. Et ils vivent très bien la situation en plus, parce que ils les voient ensemble. Ils les emmènent, ils les ont emmenés à différentes sorties. Donc ils acceptent forcément la situation, mais jusque-là ils n'ont pas posé de questions, c'est clair. Ça serait compliqué pour vous qu'ils vous le demandent à vous, qui c'est cet ami. Je ne saurais pas trop quoi leur répondre en fait. Comment vous l'avez vécu, vous ?
Comment je l'ai vécu? Surprise, mais surprise, bien sûr, parce que je m'y attendais pas. Je pense que comme beaucoup. Mais il avait quel âge, votre fils, quand il vous l'a... Très bien vécu, 22 ans. Oui, tout jeune, hein. Ouais. Donc il en a 24, là? Il en a 24 et il y avait presque 2 ans qui ne vivaient pas ensemble, mais qu'ils se connaissaient, quoi, qu'ils se fréquentaient. Disons. D'accord. Et j'étais pas au courant, ça. Bon, je l'ai su il y a 2 ans. D'accord. Et non, moi, bon, c'est tout. Je veux dire, moi, je l'ai accepté. Hein, c'est mon fils. Et bon, voilà, c'est l'ami de mon fils. Et voilà, c'est tout. Hein. Et bon, maintenant, la famille, tout le monde est au courant. Je veux dire, donc, il n'y a eu aucun souci. Enfin, tout s'est très bien passé. Votre fille, donc la mère des enfants, là, de vos petits-fils, l'accepte bien aussi? Sans problème. D'accord. Bon, ça c'est important déjà donc dans ce contexte-là, ça devrait plutôt bien se passer avec vos petits-fils. Oui, je pense, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu peur de la question. Hein. Je dois avouer que bon, je me dis qu'il a 8 ans, mais enfin. Mais vous me dites qu'il fait des sorties avec eux, donc ils sont très pudiques, très discrets. Absolument, oui, absolument. Ah oui. Ah oui, il y a aucun équivoque là-dessus. Je veux dire. D'accord. Non, il y a aucun souci. Oui. Parce que les enfants à 8 ans peuvent, même avant, d'ailleurs, percevoir quand même des choses même s'ils sont très discrets, très pudiques, dans des échanges de regards, dans des... Oui, bien sûr. Vous voyez quand même, il y a une tendresse qui passe, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je sais pas comment vous verriez l'annoncer, c'est-à-dire comment. Pour le moment, c'est son ami. Alors, c'est effectivement suffisamment vague, un ami. Alors, il les appelle tous les deux tontons. D'accord. Alors, tous les deux, il les appelle tous les deux tontons. Bon, le deuxième a 6 ans aussi. Mais bon, pour lui, je veux dire, c'est naturel. Il les voit tous les deux. C'est naturel. Ils sont ensemble. Voilà. Donc, il se pose pas de questions. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Mais il ne vous en pose pas, en tout cas. Il m'en pose pas. Non, voilà. C'est ce que j'appréhende, c'est le jour où il me posera question. Parce que ma fille, on en avait un petit peu parlé à ma fille, et elle me dit, je sais pas trop ce que je leur dirais vraiment s'ils me posent la question. Mais c'est vrai que des fois, c'est plus facile de demander à la mamie qu'à la maman ou au papa. Alors, je me dis, le jour où ça m'arrive, je serai un petit peu, parce que bon, j'en ai parlé avec des amis aussi qui me disent il faut peut-être essayer de leur expliquer, d'autres qui me disent non, faut pas en parler, ça sera tout seul. Oui, peut-être, c'est possible, mais c'est-à-dire est-ce qu'ils savent qu'ils vivent ensemble? Ils ne vivent pas ensemble complètement, enfin ils sont souvent ensemble, mais ils ne sont pas tout le temps ensemble. Pas tout le temps ensemble. Non, pas tout le temps ensemble. Non. Oui, parce que ça pourrait les intriguer. Écoutez, je crois qu'il faut pas aller au-devant des questions des enfants. Oui. Tant qu'ils ne posent pas de questions, il n'y a pas lieu de le présenter autrement, même si ami peut créer une certaine confusion. Donc c'est vrai que il vaut mieux clairement nommer les choses aux enfants. C'est-à-dire il y a les amis, puis il y a les amoureux. Oui. Et c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Voilà, c'est important. C'est important parce que ça peut créer une confusion dans leur esprit. Eux, à 6 et 8 ans, croyez-moi, les enfants font très bien la différence entre les copains, les amis et les amoureux. Amoureuses, Ils peuvent avoir eux-mêmes une amoureuse. Le premier, il a des amoureuses. Voilà, et puis ils ont des copains, ils ont des amis, voilà. Oui, il fait bien la différence, oui, c'est sûr. Oui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors après, je crois, est-ce que le terme c'est l'amoureux de tonton, c'est difficile pour vous à verbaliser? C'est-à-dire que je me demande un petit peu quelle va être sa réaction, parce que bon, je pense que si je lui réponds ça, peut-être qu'il me la posera jamais cette question, mais si jamais je lui réponds ça, il va peut-être vouloir aller plus loin en me disant je comprends pas, c'est pas normal, voilà, et bon, c'est vrai que l'explication après, Je doute qu'il utilise le terme pas normal. Ouais. À 6 et 8 ans. Oui. Ça, c'est plutôt une expression d'adulte. D'adulte, oui. C'est plus, vous voyez, c'est vraiment... Oui, c'est vrai aussi, oui,
il peut dire il a pas une amoureuse ou lui, enfin vous voyez, c'est plus ça qui peut voilà, mais pas normal, c'est pas tellement une expression d'enfant. Ouais. En revanche, il peut entendre des choses dans la cour d'école, des insultes telles que PD, qui sont des insultes couramment utilisées par les enfants, même à cet âge-là. Et d'ailleurs, des insultes qu'ils utilisent sans savoir à quoi ça correspond encore à cet âge. Sûr, sûr, ils se traitent comme ça entre eux, mais sans savoir à quoi ça correspond, vraiment. Ils en ont une vague idée, mais c'est parfois vous leur demandez finalement quand les parents leur disent ne dis pas ça, mais en fait si on leur demande tu sais ce que ça veut dire, ils sont bien attrapés, souvent parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ils répètent. Bon, alors c'est vrai que ça demande un peu. Là aussi, il faut attendre de voir, c'est-à-dire ne pas trop anticiper les questions. Vous voyez un peu le. J'y tiens pas vraiment. Oui, j'entends bien. J'entends bien. J'entends bien, mais il y a des livres qui sont assez bien faits maintenant pour les enfants. Oui. Vous pourriez regarder. Je vais me pencher un petit peu là-dessus alors. Oui, parce qu'il y a des livres pour les enfants qui sont assez bien faits sur l'homosexualité. Qu'il explique assez bien, puisque finalement il parle d'amour. Donc sur le fait deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment, ou c'est un enfant qui a deux papas ou deux mamans. Vous voyez, expliquer un peu les choses comme ça. Donc vous pouvez avoir le support d'un livre après. Si vous vous sentez pas très à l'aise, ce qui peut se comprendre, hein. Donc parfois avoir un support peut vous permettre, du coup, par le biais de cette histoire, de vous sentir plus à l'aise. Oui, peut-être. Oui. En racontant une histoire. Oui, c'est possible. Oui. Voyez, du coup. Oui. Mais pour le moment, dans la mesure où il ne vous pose pas de questions, ça sera un petit peu brutal d'aller dire, tu sais, en fait, l'ami de tonton, hein, c'est son amoureux. Ça, j'y tiens pas du tout. Non, je préfère que les questions viennent tranquillement de même. Bon, mais je me dis qu'ils me les poseront peut-être jamais. Hein, c'est possible. Peut-être que ça sera par le biais de quelqu'un d'autre ou qu'ils poseront peut-être pas la question. Hein. C'est possible parce que peut-être que comme c'est votre fils. Alors en même temps, il y a les deux cas de figure. Hein. Mais à 8 ans, il peut déjà sentir qu'il y a des choses dont il vaut mieux pas parler. Il peut sentir que il y a des non-dits qu'il faut un peu respecter. Celui de 6 ans, quoi qu'à 6 ans, déjà les enfants sentent qu'il y a des choses, même si pourtant dans la famille, vous voyez, c'est bien accepté, entre guillemets, puisque votre fils, il vient avec son ami. Vous voyez, moi-même, je reprends l'expression ami, avec son amoureux. Peut-être qu'il en parlera à sa mère ou à son père, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il en parlera à son oncle. Peut-être, oui, peut-être aussi. C'est possible. Hein, peut-être qu'il leur en parlera à tous les deux. Je les ai eus en vacances là un petit peu et à un moment donné, il m'a demandé, il me dit, en parlant de l'ami de mon fils, est-ce que je peux l'appeler tonton ou est-ce que je dois l'appeler par son prénom? Alors je lui dis ça, je dis tu fais comme tu veux, je dis c'est pas un souci, je dis ça tu fais comme tu veux. Alors oui, il l'appelle tonton. Oui, donc il est très attaché, il le considère, c'est important ça, parce qu'il le considère comme un membre de la famille. Ah oui, complètement. Donc il a bien compris que ce garçon avait quand même une place très particulière. Ah oui. Parce que un ami, c'est assez révélateur et ça va un peu dans le sens de Sergio qui dit même à 8 ans, je suis sûre qu'il le sait au fond de lui, ce petit bonhomme, et qu'ils aiment leurs deux tontons. Parce que vous faites bien de le relever d'ailleurs, parce que ça m'a traversé l'esprit, puis après je suis partie sur autre chose. Le fait qu'il le nomme tonton, pour lui, c'est un peu à 8 ans, c'est celui qui a 8 ans. Oui, tout à fait. Oui, il le nomme, c'est un membre de la famille. C'est vrai. Oui. Un ami, finalement, les amis, on peut les appeler par leur prénom. Oui, absolument, oui, effectivement, il fait la différence déjà. Il fait la différence. Oui, tout à fait. Oui. Donc, d'une certaine façon, il sait que ce garçon a une place particulière. C'est vrai. Dans le cœur de son oncle.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, j'avais pas. Il le voit comme un membre de la famille. Tout à fait. Oui. Parce que un autre ami de son oncle, un copain de votre fils, comme il peut en avoir, oui, il l'appellerait voilà. Or, eh bien, lui, il le voit tout le temps avec son oncle. Il est associé à tous les repas de famille, à toutes les fêtes. Bon, c'est un membre de la famille. Oui, c'est vrai. Oui, absolument. Oui. Oui, il fait déjà la différence. Il fait la différence. Oui, effectivement. Oui. Mais je vous dis de là, ce qui est une révélation, c'est pas l'ami, c'est l'amoureux. Je crois que ça viendra en son temps, quand il posera la question à un moment donné. Mais je pense qu'il a déjà compris à sa façon. Oui, quelque part, oui. Qu'il y a un lien bien plus particulier entre deux. Qu'un simple copain. Oui. Mais les enfants sentent très tôt, ce qui se joue entre deux adultes. Excusez-moi, quand son oncle vient, tout de suite, il demande si son ami est là, aussitôt. Voilà, il est pour lui, ils sont indissociables. C'est un couple. Oui, c'est vrai. Oui. Il les voit en couple. Donc, comme il demanderait si c'était un couple hétérosexuel, de la même façon, voyez. Oui, bien sûr. Donc, il les associe bien, il les voit bien comme un couple, ce qu'ils sont. Il a compris, il a compris. Il faut pas croire parce que les petits enfants, la sexualité adulte évidemment leur échappe, qu'ils ne perçoivent pas pour autant ce qui unit, c'est-à-dire l'amour entre les adultes. Oui, bien sûr. Bah oui, déjà il voit au niveau des parents, alors évidemment. Oui. Ils perçoivent des regards, ils perçoivent des choses, voyez, même si les adultes sont pudiques. Ah oui, absolument, oui, c'est vrai. Ils sont très sensibles à tout ça. On va accueillir c'est Marie, je crois, qui est avec nous au 39-21 et qui voulait réagir à votre témoignage, Michel. Oui. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous avez été, je crois, un peu dans la même situation avec vos enfants, mais exactement. Dans quel sens? Voilà, j'ai 2 garçons et il y a longtemps, parce qu'ils sont grands maintenant, mais il y a environ une dizaine d'années, ils avaient à peu près le même âge que les petits-enfants de madame. Et ma meilleure amie est homosexuelle, elle venait très souvent à la maison avec son ami. Et en fait, je vous rejoins, Caroline, ça se fait vraiment tout à fait naturellement. Il faut pas se poser de questions. Il faut pas les enfants comprennent tout à fait. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais elle s'aime. Je dis, oui, elle s'aime. Et puis voilà, c'était tout à fait naturel pour eux. Ils ne voient pas du tout ils voient l'amour, c'est tout. Oui. Ils avaient quel âge, les enfants? Ils avaient 6 ans et 8 ans, c'est drôle. Ah, 6 ans et 8 ans, oui. Ils avaient 6 ans et 8 ans aussi. Et voilà, ça s'est fait vraiment... ils m'ont pas posé du tout de questions. Oui, ça se fait tout naturellement, quelque part. Oui, tout à fait. Pour eux, c'était... Ils s'aimaient comme papa et maman s'aimaient. Elle s'aimait, elle, et je pense que... Non, ils ne m'ont jamais posé de questions, et... voilà. Oui, c'est nous qui avons souvent, malheureusement, notre regard d'adulte pervertit beaucoup de choses, et avons une curiosité souvent malsaine, comme ça, tout de suite, qui porte sur la sexualité, sur les enfants, eux, voient ce qui lie 2 êtres, et donc voient la relation d'amour. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, et c'est pour ça que je vous dis, dans ces livres qui sont très bien faits, alors j'ai plus en tête les collections là, mais vous trouverez, parce que je crois que c'est fait dans plusieurs collections maintenant pour enfants, c'est très bien expliqué de ce point de vue-là. Oui, je verrai un peu, je vais me renseigner, je vais voir un petit peu ça. Ça peut être, vous pouvez l'avoir avec vous, savoir que ça existe, noter les références en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Oh non, absolument pas, non, c'est pas ça. Mais voyez, savoir que ça existe, et ça peut être un bon support quand on est un peu. Il vaut mieux, de toute façon, dire aux enfants, moi c'est un peu compliqué pour moi d'en parler, tu sais, tout ce qui est la relation, l'amour et tout
tout ça. Tu sais, moi, à mon époque, on n'en parlait pas trop. Il vaut mieux le dire comme ça, parce qu'avoir l'air, non, je suis pas gênée du tout et je vais t'en parler comme ça. Les enfants, ils ressentent tout. Donc, il vaut mieux dire qu'on est parfois un peu gêné, dire mais je veux bien acheter un livre et comme ça, on lira une histoire, on en parlera ensemble. Il vaut mieux le faire comme ça que avoir l'air hyper décontracté alors qu'on l'est pas. Oh non, ça c'est sûr. C'est sûr, non, mais je pense que... Ah, on a Bruno qui justement voulait nous donner les références d'un livre qui est avec nous. Ben, je le remercie, on va l'accueillir tout de suite. Merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Merci Caroline, bonsoir. Merci. Au revoir. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Je me permets d'intervenir au cours de votre émission. J'ai pas suivi le début, mais j'ai simplement compris de quoi il était question. Il y a un livre qui est absolument formidable, tout simplement, absolument formidable, qui explique très très bien le sujet. Il s'agit des Lettres de mon petit frère de Christophe Donner. Oui. Je n'ai pas d'action ni dans la maison d'édition, ni je suis pas plus proche de l'auteur, mais oui. il explique tout à fait clairement pour des enfants ce qu'est l'homosexualité et ce que c'est que l'amour entre deux hommes. D'accord, entre deux hommes, hein, c'est ça. Oui. Mais Il y a pas la version femme. Pardon. Il n'y a pas la version femme. Alors là, je suis pas assez connaisseur. Il faudra qu'il écrive alors. Ça va peut-être revenir. Peut-être existe-t-il. Ce dont je peux. Les lettres de mon petit frère de Christophe Donner. Les lettres de mon petit frère. Les lettres de mon petit frère. C'est l'histoire. Alors je l'ai lu il y a quelque temps maintenant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui raconte ce qui se passe alors qu'il est en vacances. Et il y a l'amoureux du grand frère, il y a le grand frère et son amoureux qui viennent. Et on voit le chambardement que ça occasionne dans la famille. Et c'est fait pour des enfants de 6e, 5e. Et ça passe remarquablement, vraiment, c'est avec une facilité déconcertante. Et même les enfants comprennent vraiment tout à fait clairement qu'il n'y a pas de problème, c'est simplement des gens qui s'aiment, point. Et ça, c'est disons, atterrant de naturel. Oui, mais écoutez, merci beaucoup pour cette référence parce que c'est pas mal en plus, Michel, par rapport à la situation que vous décrivez, parce que un oncle, ça peut être un peu comme un grand frère. Il pourrait faire le parallèle comme ça, hein, bien. Donc ça peut être intéressant pour votre petit-fils. Si je peux permettre un témoignage. Oui, Bruno, bien sûr. Excusez. Il se trouve que j'ai parmi mes amis un couple de lesbiennes. Oui. Dont l'une a eu, si j'ose dire, une vie hétérosexuelle avant, et il se trouve qu'elles ont des enfants, elles élèvent des enfants, et nous on a d'autres amis qui ont des enfants qui sont en bas âge, et on se demandait entre nous, mais comment va-t-on faire pour parler de ce que vivent ces deux femmes? Et on s'est dit, on va tout simplement dire que elles sont amoureuses, voilà, il y a différentes manières d'aimer, et alors ça a été fait en quelques secondes, et on est passé vraiment à autre chose. Voilà. Pour les enfants, ça a été d'un naturel, mais encore une fois, absolument déconcertant. Dans tout ça, je crois que les plus gênés, c'est vraiment les adultes. Oui, tout à fait. Et pour eux, si on leur explique clairement ce que c'est, si on leur montre surtout que nous-mêmes, on n'a strictement aucune gêne à cet égard, vraiment, ça leur paraît naturel. Oui, d'autant que là, les adultes en question ne sont pas leurs parents. C'est plus compliqué quand même, il faut bien le dire, quand il s'agit des parents des enfants, qui parfois changent d'orientation, d'objet d'amour. Et là, ça pose quand même plus de questions à l'enfant, forcément. Voilà, mais quand je vous dis que d'après ce que j'ai pu comprendre, l'oncle ou même dans le cercle relationnel et amical, les enfants comprennent vraiment très très bien. Oui, c'est ça, parce qu'ils sont pas concernés de plein fouet, comme s'il s'agissait de leur père ou de leur mère. Le plus important, encore une fois, je pense, vous avez plus d'expérience que moi à cet égard, c'est la manière, le naturel avec lequel les parents évoquent la question. Comme toute question un petit peu pour nous sensible, si on le fait avec naturel et décontraction, sérieux, mais décontraction, les enfants trouvent ça naturel. Ah ben justement, merci à Pauline qui vient de m'apporter les références. Là, c'est donc aux éditions École des loisirs. Hein. Oui. Voilà, c'est l'École des loisirs qui fait ça. Oui, je connais. Parce qu'il y a Brochet aussi. Si j'ose dire, où ils ont l'habitude de la l'édition École des loisirs. Oui, ils font une très bonne chose. Oui, d'accord, je connais. Et Donner, c'est D-O-2-N-E-R. Voilà. D'accord, ok. Très
Très bien. Voilà. Merci beaucoup Bruno pour cette information, d'avoir réagi aussi vite. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Je reçois un mail de Gabriel qui dit: je vis un peu la même situation avec le neveu de mon copain, donc ce neveu a 8 ans, qui s'est déjà arrangé pour me poser des questions en catimini. Est-ce que tu vis chez mon tonton? Je me suis toujours arrangée pour éviter la réponse, partant du principe que cela ne le regarde pas et que ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Pour lui, nous sommes des amis et nous réagissons au coup par coup. Aujourd'hui, les choses semblent aller de soi. Il ne pose pas de questions. Elles réapparaîtront peut-être au moment de la puberté. C'est vrai que c'est important ce que dit Gabriel, dans la mesure où il n'a pas à lui seul à répondre à cette question. Ça serait bien que ça soit l'oncle de ce petit garçon et lui, éventuellement, qui répondent. Mais là, l'enfant questionne en catimini. Vous voyez, essaye de savoir en douce. Donc, il vaudrait mieux qu'il soit à deux à répondre. Moi, d'un autre côté, je ne veux pas non plus lui dire justement, non, débrouille-toi, ça ne me regarde pas. Je veux pas avoir ce genre de réponse, quoi. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Il faut pas laisser un enfant face à ces interrogations. Non, je ne veux pas. Donc, effectivement, Gabriel pourrait aussi dire à son compagnon, il me pose des questions et peut-être qu'il est temps de lui en parler, puisqu'il pose des questions, et dire qu'on est amoureux et qu'on vit ensemble. Je suis assez d'accord parce que dire ça ne te regarde pas, c'est assez agressif, ça a l'air de dire chose que je ne veux pas voilà. faire. Je ne le fais jamais d'ailleurs sur d'autres sujets, alors plus forte raison celui-ci, quoi. Oui. Donc alors attendez, il y a Anne qui dit: mon oncle homosexuel habitait dans le même immeuble que moi, j'avais donc 8-9 ans et j'avais l'habitude de voir ses amis, alors elle met entre guillemets, invités aux fêtes familiales. Tout me paraissait normal, je savais bien qu'il n'y avait qu'un lit chez lui, mais je me disais qu'il devait partager son lit comme moi lorsque j'allais chez mes copines. Ben oui, elle voit avec son regard d'enfant, elle voyait. Tout à fait. En grandissant, j'ai compris de moi-même, laissez vos petits-fils découvrir eux-mêmes la sexualité de leur oncle, ils n'en seront à mon avis que plus tolérants plus tard. Oui, surtout que là, il s'agit même pas de sexualité, il s'agit de la vie amoureuse encore, il pense pas à tout ça. Emmanuel, c'est une femme qui dit: ne pensez-vous pas, Michel, qu'ils le savent déjà et que c'est la raison pour laquelle ils ne posent pas de questions? Probablement en savent-ils suffisamment. Parce que effectivement, la sexualité de leur oncle ne les regarde pas, la vie amoureuse, savoir que leur oncle a un amoureux, je pense que finalement, ils en savent déjà plus que vous ne le pensez. C'est fort possible. Oui. Vraiment. Voilà, Michel. Vous voyez, votre témoignage a suscité beaucoup de réactions. Ça, oui, ma foi. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais finalement, beaucoup de personnes sont concernées. Oui. C'est bien parce que ça montre qu'on en parle de plus en plus. C'est ça, oui. Une fois qu'on parle d'un sujet, des fois, on pense pas des retombées que ça peut avoir. Oui, mais beaucoup de monde est concerné. C'est vrai. Merci Michel de votre appel. Merci Caroline. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. La grande Sophie, quelqu'un d'autre, et on accueille maintenant Hervé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors voilà, je voulais vous exposer mon problème parce que je suis un peu désorienté. Oui. En fait, pour commencer au début, donc j'ai connu une femme et puis qui avait déjà 2 enfants. Donc moi-même j'étais séparé. Donc on s'est fréquenté environ 4 ans. 4 ans. Mais sans qu'on habite ensemble en fait. Oui. On a appris à se connaître et puis à s'apprécier, mais sans vivre ensemble en fait. Et puis elle avait des enfants qui étaient relativement petits. Une fille qui avait 5 ans et demi, puis un petit garçon qui avait 13 ans à peu près, 12 ans. Et voilà, donc on a appris à se connaître, à s'apprécier, et puis on se voyait relativement souvent en fait. Et puis un jour, on a décidé de sauter le pas
Et du coup, je suis allé vivre chez elle. D'accord. Vous n'avez pas d'enfants de votre côté? Si, j'ai 2 enfants. Également. Deux garçons. Mais ils sont chez leur mère, en fait. D'accord. C'est leur mère qui en a la garde. Et puis, j'ai bien vu que les enfants étaient un petit peu difficiles. C'était un peu le remake des émissions que je regardais à la télévision, style Super Nanny, où là c'était un petit peu le bazar. Donc j'étais obligé de mettre un peu mon grain de sel là-dedans parce qu'il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. Et mon ami en fait n'avait pas du tout d'autorité sur ses enfants. Mmh. Les enfants voyaient leur père? Les enfants voyaient leur père, oui, de temps en temps. Et ça se passait relativement mal. Parce que ils avaient des problèmes avec l'alcool. Le père? Oui. Donc en fait, ils venaient à la maison où on tolérait qu'ils viennent voir les enfants. Oui. En bonne intelligence, on va dire. Jusqu'au jour où un jour ça a été trop loin. Il est venu ivre et puis il venait de temps en temps, plus ça allait, plus il était dans un état un petit peu bizarre, imprégné d'alcool, et puis un jour ça a dégénéré, il est venu à 5h du matin pour discuter avec sa fille. Complètement ivre, ça a dégénéré, il m'a frappé. Donc là-dessus j'ai dû faire intervenir les forces de police pour remettre tout ça un peu au calme, parce que ça avait carrément dégénéré, le tout devant forcément les enfants, c'était pas un beau spectacle. Donc je pense que là-dessus ils ont dû m'en vouloir. Mais bon, j'avais pas le choix, j'étais obligé de. Et puis plus ça allait et plus les enfants prenaient le pas sur leur mère. Et puis résultat du compte, quand je suis arrivé, en fait la fille de mon ami, donc, elle dormait dans le lit de sa mère. Oui. Donc ça a été très dur pour établir un petit peu l'idée de sa place, c'était normalement dans son lit à elle. Alors c'était un peu le. Ensuite, alors c'était transitoire. Ensuite, la jeune fille, en fait, elle dormait dans le canapé. Fallait la faire dormir devant la télévision parce qu'elle voulait pas aller dans sa chambre tout de suite. Enfin, elle avait 5 ans et demi, vous dites, la jeune fille. 5 ans et demi, 6 ans, ouais. Oui. Donc la petite fille, oui. Petite. Mais bon, elle a été un peu traumatisée par son père qui était un petit peu violent à cause de l'alcool. Donc, donc vous, évidemment, vous étiez celui qui prenait sa place, là. Ah oui, ça je l'ai pour bien elle, senti. du haut de ma place. Il a fallu que je me fasse une place, ça a été très dur. Et tout en leur expliquant que j'étais pas là pour prendre la place de leur père, en fait. Est-ce que votre compagne vous y aidait? Au début, non. Elle était carrément du côté de leurs enfants, de ses enfants, et puis il a fallu des clashs assez importants pour qu'elle prenne conscience que, en fait, si je voulais avoir ma place dans cette famille, il fallait qu'elle m'en fasse une. Oui, c'était à elle de vous aider à faire votre place. Et non pas à moi pour à bout de bras. Non, vous pouviez pas la faire seule. Mais non. Et donc il a fallu des clashs. Je suis parti une fois de chez elle déjà pour qu'elle comprenne que il fallait qu'elle me fasse une place auprès de ses enfants, qu'elle fasse le nécessaire, quoi. Et puis résultat du compte, en fait, bon, ça a été pas trop, ça a été en dents de scie, en fait. Et c'était toujours une animosité constante, quoi, en fait. On sentait l'atmosphère. Une animosité de la part de qui? Des enfants? Ouais. C'était palpable, quoi. Je veux dire, on sentait pas. C'est un peu inévitable parce que vous êtes celui qui bouscule ce qui était établi, qui remettait de l'autorité là où il y en avait pas. Enfin, vous voyez, ils avaient trouvé un équilibre dans le déséquilibre avec leur mère et vous êtes l'empêcheur de tourner en rond. Donc c'est inévitable au départ que ça se passe pas très bien avec vous. Ouais, mais c'était l'anarchie, quoi. Parce que les enfants ne faisaient que ce qu'ils voulaient. Ben oui, mais les enfants, si on les laisse livrer à eux-mêmes, ils ne font que ce qu'ils veulent, évidemment. C'est pas eux qui vont dicter les règles, c'est aux adultes de le faire. Mais bon, peut-être que la maman était dépassée. Elle a vécu des choses dures avec
son ex-mari, enfin, oui. Ah oui. Non, puis elle est, en fait, elle est d'une nature, elle fait passer les besoins des autres avant les siens, en fait. Mm-hmm. Elle s'efface, elle évite les conflits, elle n'aime pas les conflits avec les gens ni avec personne. Et oui. Donc elle fait toujours en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, avec cette attitude, on s'attire des problèmes. Puisque dans l'éducation, oui, il y a forcément un moment où les intérêts des enfants ne vont pas être les mêmes que les intérêts des parents. Donc il va y avoir source de conflit. C'est ce qui s'est passé. Oui. Le résultat du compte, son fils, à 17 ans, a décidé d'arrêter l'école. Comme ça, il s'est fait virer de l'école. Et puis il a décidé que c'était terminé, comme ça, il allait, que il n'avait plus besoin ni d'école ni de travail d'ailleurs, et puis voilà. Il est resté à la maison, comme ça, jusqu'à 21 ans. Et puis donc sa fille, c'était toujours aussi difficile, donc je progresse dans le temps, hein. Et puis résultat, on a décidé d'acheter une maison. Et moi, attendu que son fils ne voulait pas faire d'efforts, c'était difficile, quoi. Je veux dire, j'étais tout le temps obligé de lui faire des reproches sur son manque de sérieux concernant ses recherches de travail. Il recherchait rien du tout. Il voulait même pas faire de stage, rien du tout. En résultat du compte, c'était très 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 difficile. Bon, entre-temps, il a connu une jeune fille qui travaille, elle, et puis donc il est parti vivre avec elle ils ont fait une location. Mais alors là, vous ne parlez plus du tout de votre relation avec votre compagne, là. Vous me parlez des enfants. Où en êtes-vous avec elle? Justement, parce que tout est dépendant, en fait. Donc, et du coup, on est venu vivre dans cette maison qu'on a achetée, et puis la relation avec sa fille, du coup, qui est toujours aussi tendue, ça s'est aggravé puisque, elle est très exigeante. Donc, elle passe d'une exigence à une autre, et commande sa mère, et sa mère lui achète tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, quoi. Sans tenir compte qu'on a un budget, on avait un budget à tenir, on a des choses dans une maison, on savait très bien ce que ça coûte. Elle a quel âge maintenant? Elle a 16 ans. Alors, mais vous êtes restés plus de 4 ans alors ensemble? Oui. Oui, parce que du coup là, ça fait les 5 ans qu'on s'est fréquentés, et donc ça fait ensuite on a vécu 5 ans. D'accord. Ça fait 10 ans là qu'on est. Elle a 16 ans donc actuellement, la jeune fille. D'accord. Alors là, vous êtes toujours ensemble? Non. Non, parce qu'il y a eu un clash, puisque moi je lui ai fait des reproches sans arrêt sur sa fille, le comportement de sa fille qui commandait sa mère. C'était et puis qu'en fait nous le budget passe quasiment pour sa fille, pour les fringues, pour toutes ces exigences diverses. Et puis il arrivait une chose, c'est que quand je lui demandais de participer aux frais pour la voiture, on a des frais pour des transports, on fait 100 km par jour, pour l'essence, pour quoi que ce soit, et elle n'avait jamais d'argent. Parce que forcément, tout passe pour sa fille. Alors, moi je dis, ça c'est pas possible, quoi. Je peux pas vivre sur des découvertes permanents, alors qu'au départ, on avait fait un projet à 2. Oui. On a acheté une maison à 2, c'était pour partager le projet, mais partager aussi les frais, tout partager en fait. Et en fait, non, elle me laisse l'entier dépend de la maison, c'est-à-dire tous les frais, l'essence, les véhicules, les entretiens, et puis elle utilise son salaire uniquement pour les besoins de sa fille, et puis l'école, et puis voilà, c'est tout. Résultat du compte, moi je vais... Elle ne sait pas lui dire non. Comment? Elle ne sait pas lui dire non à sa fille. Pas du tout. Donc du coup, moi je me suis mis en colère, je lui dis, moi cet été, c'est fini, à ce moment-là... si la vie en commun, c'était une vie en commun au départ, et elle se la joue perso avec sa fille, moi je dis c'est pas possible, il faut arrêter là, moi je suis désolé, je veux pas vivre comme ça. En fait, je suis parti. Oui, mais alors vous êtes parti, mais alors le problème c'est que la relation avec sa fille, ça fait quand même 9 ans que vous êtes avec cette femme.
Oui. Vous ne découvrez pas, vous le dites dès le début, vous vous êtes rendu compte que c'était un peu l'anarchie, qu'elle avait beaucoup de difficultés avec le conflit, avec l'autorité. Alors ça n'a fait... On avait fait quand même on avait fait des bonnes avancées, quoi. Je veux dire, on a un de discussion, on a eu des points positifs quand même sur le comportement de sa fille, mais c'était cyclique, quoi. Parce c'est une caractérielle, quoi. Donc elle est bipolaire. En fait, elle est Comment ça, elle est bipolaire pendant une demi-heure, et puis l'heure d'après, on ne sait même pas pourquoi, elle fait la gueule, elle est désagréable. Elle a été diagnostiquée bipolaire ? Oui, par un médecin, oui. Ah oui, mais ça explique beaucoup de choses, ça. Ouais. Est-ce qu'elle est suivie ? Non. Ah oui, mais déjà, il faudrait qu'elle soit suivie. Oui, mais déjà, il faudrait qu'elle soit soignée pour sa bipolarité. En fait, il y a eu 2 séances de psychologue, mais elle a refusé ensuite de continuer de le voir, et puis sa mère n'a pas insisté non plus. Alors du coup. Attendez, c'est la jeune fille qui est bipolaire ? Oui. Oui. Et oui, non, mais d'abord, il faut qu'elle soit suivie par un psychiatre là, si elle est bipolaire. Hein, c'est pas un psychologue, hein. Ou alors un psychiatre qui déjà lui prescrit un traitement, et puis à ce moment-là un psychologue avec une psychothérapie, mais il faut qu'elle soit suivie par un médecin psychiatre. Hein. Et sa mère veut pas aller plus loin. Elle refuse. Oui, parce qu'elle est dans un déni par rapport à ces troubles-là. Total. Or, si elle la laisse comme ça, ça ne va pas bien aller, et cette jeune fille, ça va pas s'arranger. Elle va être malheureuse. Hein. Tout le temps malheureuse. Mais quelle est votre question par rapport à moi ? Eh bien, en fait, du coup, on s'est séparés. Voilà. Résultat du compte, cet été, on s'est séparés. En fait, pendant que j'étais parti chez mes parents... Ça, j'ai compris, oui. Cet été, en fait, elle a pris un appartement, elle a pris une maison. Et puis, elle s'est barrée en me laissant tout. Mais vous regrettez votre décision ? Qu'est-ce que... Moi, j'ai pris aucune décision, c'est elle qui est partie. En fait, elle m'a laissé... Elle m'a planté là, en fait. Et puis, moi, le problème, c'est j'ai encore des sentiments... on s'entendait super bien sur pas mal de choses, quoi. Je veux dire... Et puis... et j'ai encore beaucoup de sentiments pour elle. Et je sais pas comment faire pour lui expliquer que sa fille, il faut qu'il y ait un problème. Oui, mais le problème, Hervé, c'est que bien sûr qu'il y a un problème et qu'il faudrait que cette jeune fille soit bien prise en charge. Mais le problème, c'est que vous voyez, vous dites, bon, on s'est séparés, donc votre compagne et vous. Et là, après, vous me dites, je ne sais pas comment lui expliquer que sa fille a un problème. Donc, vous revenez sur cette jeune fille. Mais c'est vous qu'elle a quitté. Or, vous savez pas bien, vous, depuis le départ, vous positionnez, vous avez beaucoup porté, j'ai l'impression que vous avez à bout de bras la famille. Cette femme qui elle-même est dans une difficulté, semble-t-il, par rapport à ses enfants, son fils, sa fille. Bon, il se trouve qu'elle vous quitte. Et là, vous avez beaucoup de sentiments pour elle, mais vous voulez essayer de renouer avec elle, mais par le biais de sa fille. Et jamais, alors que vous dites que c'est justement le comportement de sa fille et d'elle vis-à-vis de sa fille qui a nui à votre relation. Or, vous voulez renouer avec elle en parlant de sa fille, et pas en abordant votre relation à tous les deux. C'est-à-dire qu'une fois encore, au fond, cette jeune fille et ses problèmes, et les problèmes relationnels, enfin entre la mère et la fille, noient complètement, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ça ne vous permet pas de parler de votre relation avec cette femme. Ça évite toute remise en question de vous deux. Non, parce qu'en fait... Elle mobilise toute l'attention. Ben oui, c'est là le problème. Comme dit le subversif, votre relation de couple s'est confondue avec la vie de famille problématique. Oui, elle est... Oui, mais c'est là le problème. Attendez, parce que de deux choses l'une, je vais être un petit peu abrupte. Soit vous vous êtes séparés, je sais que c'est douloureux pour vous. Et à la limite, maintenant, la situation de cette jeune fille, oui, il va falloir qu'à un moment, de toute façon, la réalité va rappeler la mère à l'ordre. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle va pas aller bien et qu'à un moment, il va bien falloir que la mère va se rendre compte qu'il va falloir qu'elle soit suivie. Soit
bon, et c'est le problème de la mère. Soit vous voulez renouer avec cette femme, et à ce moment-là, c'est elle qu'il faut aller chercher, mais pas par le biais de sa fille. Oui, mais le problème entre nous, c'est toujours les disputes. Sinon, vous vous positionnez en tant que père et pas en tant qu'homme vis-à-vis d'elle. Oui. Mais je sais bien que vous êtes très attaché aussi, mais à cette jeune fille, mais c'est paradoxal. Voyez, vous dites qu'au fond, c'est la relation perturbée entre la mère et la fille qui ont nuit à votre relation de couple, et en même temps, vous voulez tenter quelque chose par le biais de la fille. Oui, parce que ça... Moi, je pense qu'il faudrait vraiment, si vous voulez, si elle le désire, parce qu'il faut être deux pour tenter quelque chose et pour renouer, parler avec elle, mais tenter une thérapie de couple, voire une médiation familiale. Une thérapie familiale. Est-ce qu'elle va l'accepter, ça? Avant ça, il faudrait déjà lui proposer, dire que vous avez eu du mal les derniers temps, parce qu'effectivement, il y a sa fille est en souffrance. Je crois qu'il faut lui dire ça, qu'elle est en souffrance et qu'elle a besoin d'aide, et que du coup, ça a eu beaucoup de répercussions sur votre vie de couple. Vous pouvez lui dire que vous êtes toujours amoureux d'elle, que vous l'aimez. Ça peut être une tentative, vous verrez bien. Alors, soit elle va vous dire qu'elle aussi a toujours des sentiments pour vous, mais qu'elle a été débordée par le mal-être de sa fille et qu'elle se concentre sur ça. Soit, elle va vous dire qu'elle n'a plus de sentiments pour vous, mais au moins vous y verrez un petit peu plus clair. Bon courage en tout cas. Bon courage à vous. Ensemble et en direct jusqu'à 1h. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez nous appeler au 39 21 pour parler de vous en toute liberté. Vous pouvez également nous faire part de toutes vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit SMS au 7 21 21 code nuit. J'en profite pour faire un petit clin d'œil amical à Anne de Montpellier et à Coquillette. Il s'agit de son chat qui, paraît-il, écoute l'émission en ronronnant. Les matous aiment bien l'émission, semble-t-il. Alors on accueille tout de suite Alice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alice. Alors, écoutez, moi, je vous appelle tout simplement, j'ai 18 ans. Oui. Et ça fait quelque temps que, je me posais des questions pour savoir pourquoi est-ce que j'avais pas de copains. J'avais jamais vraiment eu de copains. Et je réalise qu'en fait, c'est que j'ai pas confiance en eux, pas en amical, parce que j'ai beaucoup d'amis garçons avec qui ça se passe très bien, mais j'arrive pas à leur faire confiance plus. Et je sais pas si c'est normal, je sais pas pourquoi. Mmh. Alors, vous leur faites confiance en tant qu'amis. Oui. Ça ne vous pose pas de problème. Vous avez des amis garçons? Oui. À qui vous pouvez vous confier, ou ça reste un peu superficiel comme relation? Non, je me confie comme si c'était une de mes amies filles. D'accord. Oui, donc vous pouvez avoir des rapports assez profonds avec eux. Oui. Et en tant que petite amie, là, subitement, vous ne faites plus confiance? Non, j'arrive pas, j'arrive pas à faire confiance. Soit je me trouve toujours, je me retrouve dans des histoires un peu invraisemblables où il peut pas y avoir de relation parce que soit l'autre est en couple ou quoi. Et au fond, je sais que la personne ne me plaît pas parce qu'elle correspond pas à ce que je pourrais attendre. Ou alors c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé, donc pas possible non plus. Ou alors c'est tout simplement des garçons qui peuvent vouloir sortir avec moi, mais je trouve que non, je peux pas.
c'est pas comme s'il y avait des caractéristiques qui pouvaient correspondre, mais voilà, en tout cas, les caractéristiques ne seraient pas remplies, ou voilà, et j'arrive pas à leur faire confiance, à leur donner ma confiance, voilà. Mais est-ce que vous êtes déjà sortis, parce que là, vous me parlez d'histoires un peu qui n'ont pas pu se faire pour X raisons, mais est-ce que vous avez déjà eu une relation avec un garçon? Une relation vraie, enfin, je veux dire, à plus d'une semaine, non, absolument pas. Non. Mmh. Parce que c'était souvent des histoires impossibles. Bah oui, je peux dire, oui, c'était des histoires impossibles. Et puis, je sais pas comment dire, c'est comme, je peux pas en parler avec mes amies filles, qui elles ont déjà eu des relations sérieuses ou moins sérieuses. Je me sens complètement inférieure à elles et complètement ridicule de ma situation de célibataire depuis 18 ans. Et je veux pas en parler à elles et je sais pas qui en parler, donc du coup je vous en parle à vous. Mais depuis 18 ans, attendez, ça fait pas depuis 18 ans, parce que quand vous étiez, il y a la petite enfance, il y a l'enfance, vous voyez, il y a pas, ça fait pas si longtemps que ça. Mais vos copines doivent vous poser quelques questions, elles. Bah, elles me disent que je suis trop exigeante ou qu'il faut que je me lâche un peu. Vous avez été blessée? Il y a des choses qui vous ont blessée même dans ces histoires d'une semaine ou dans certaines réflexions? Non, blessée par rapport à eux, non, mais peut-être par rapport à moi, me disant que pourquoi est-ce que je sortais avec eux si j'en avais pas vraiment envie, qu'au fond j'aurais dû mieux fait d'attendre, étant donné que j'ai, pas perdu mon temps, mais ça avait amené un peu à rien. Je le verrais plus comme ça, blessée par moi-même, par mon attitude, soit mon attitude qui est trop sérieuse dans certains cas vis-à-vis des garçons, ou alors mon attitude, je sais pas, qui est trop, je sais pas comment dire, c'est pas. Je pourrais m'en vouloir pour des actions que j'ai faites, pas des actions, mais par exemple j'ai sorti avec un garçon alors que j'en avais pas vraiment envie, quoi. Et pourquoi vous êtes sortie alors avec lui? Par pression d'amis qui me disaient mais vas-y, ça peut te faire du bien, machin. Et je me suis laissée aller et j'ai dit non, je veux plus, c'est pas moi, j'ai pas envie. Et voilà, et j'en suis toujours au même point, toujours à pas avoir de copains et à pas savoir pourquoi. Bon, il n'y a pas de temps de perdu, Alice. C'est pas. Est-ce jusqu'à présent vous n'avez pas rencontré vraiment quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, ou alors s'il vous plaisait, c'était pas possible selon vous parce qu'il était trop âgé, parfois? Oui, ça aurait été la fois trop âgé. Oui, la question ne serait pas posée parce que j'aurais jamais demandé de sortir avec moi ou quoi que ce soit. C'est juste que la personne qu'il était, que ce soit physiquement ou intellectuellement, me plaisait beaucoup. Il avait quel âge? 27 ans. Et je me disais, ce que je retrouve en lui, je le retrouve pas dans les garçons de mon âge. Cet aspect-là de la personnalité, peut-être un peu plus mature, je sais pas. Oui. Avec plus d'expérience de vie, plus d'expérience de vie, je le retrouve pas dans les garçons que je peux côtoyer de mon âge ou avec 1 ou 2 ans de plus. Et alors lui ne s'intéressait pas à vous? Je pense pas, non, il m'aimait bien en tant qu'ami, mais non, il s'intéressait pas à moi du tout, plus que ça, non. Vous avez peut-être fait en sorte qu'il ne s'intéresse pas plus que ça à vous, parce que ça vous faisait peut-être un peu peur. Je sais pas, peut-être pas, non, mais je me suis pas dit j'aimerais vraiment sortir avec lui, ça aurait été quelque chose, ça s'aurait fait, j'aurais vraiment apprécié, mais c'était pas, étant donné son âge, j'ai même mis des barrières à la fin en me disant ça sert à rien, faut arrêter, quoi. Il n'avait que 9 ans de plus que vous, c'est pas énorme. Ouais. Ça vous faisait peur? Oui, un peu. Ouais. Donc quand ils ont votre âge et vous les trouvez un peu trop immatures,
Et puis en même temps, lui, vous trouviez son expérience, sa maturité vous plaisait, vous séduisait, mais ça vous faisait peur aussi. Oui. Et dans votre famille, on vous pose des questions par rapport à ça? On s'interroge un peu là-dessus? Vos parents, est-ce qu'ils vous questionnent en disant tiens, tu nous parles pas, tu as des petits amis Non, ce serait plus moi qui irais vers ma mère en disant je sais pas pourquoi, j'ai pas de copains, ça m'énerve. Et elle qui me répondrait oh mais t'inquiète pas, je m'inquiète pas pour toi, tu verras, ça arrivera. Ouais, mes sœurs qui me tannent pour que je me trouve un copain. Elles sont plus jeunes ou plus âgées? Plus âgées. Vous êtes la petite dernière? Voilà, c'est ça. Et votre mère, donc, elle vous dit, elle dédramatise les choses en disant il n'y a pas de raison, elle s'inquiète pas pour vous. Non, pas du tout. Mais elle n'ouvre pas le dialogue finalement. Elle sera toujours dans la même optique. C'est t'as pas trouvé la bonne personne encore, ou attends, tu verras. Non, on n'en parle pas profondément. Oui, parce que vous semblez vous tourner vers elle, vous semblez vouloir un échange avec elle. Oui, mais sa réponse est toujours la même, et je pense qu'elle veut pas s'investir spécialement dans ma vie sentimentale. Je pense qu'elle veut me laisser aller par moi-même et ne pas s'investir. Et votre père, lui, vous en parlez? Plus de relation. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai 3 ans et j'ai pas de relation avec lui depuis bien longtemps. Depuis que vous êtes toute petite? Je le vois de temps en temps, mais c'est jamais très proche. C'est pas, il y a rien de très fort. Voilà. Ça vous manque? Non, parce que j'ai appris à vivre sans lui. Oui, enfin, il a fallu apprendre. Voilà, j'ai appris et maintenant, je peux dire que je m'en passe. Il n'est pas indispensable à ma vie pour que je me sente bien. Ça n'a pas été sans mal, j'imagine. Ah non, pas du tout. À quel moment ça a été le plus difficile pour vous? Ça a été quand il est parti, dès le départ, quand j'ai eu 3 ans, jusqu'à mes 11 ans. Où là, ça a été très dur, ouais. Et qu'en dit votre mère justement sur le fait qu'il donne très peu de nouvelles? Parce qu'on peut supposer que ça a été quand même un divorce très conflictuel pour qu'il ne donne plus signe ou très peu signe de vie comme ça. Oui. C'est surtout à elle qu'il en veut, on peut penser. Je sais pas, alors je vais savoir leur histoire, mais je sais que lui il est parti pour une autre femme. Et il nous a, ses filles, ma maman a insisté pour qu'il nous voie. Et il nous a complètement zappé de sa vie jusqu'à ce que j'ai 8 ans. Donc moi et mes sœurs. Et après, il a essayé de revenir petit à petit. Mais pour mes sœurs, je sais pas, mais pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal parce que je le connaissais pas. J'avais jamais vraiment eu de relation avec un père. Donc de m'ouvrir comme ça à un homme que je connaissais pas, c'était pas évident. Mais du coup, ça en est resté là avec des procès contre ma mère complètement infondés. Et je pense je dirais que le problème vient pas de ses filles, mais qui vient plutôt de l'histoire qu'il y a eu entre mes parents, où lui, il lui en veut, je sais pas pourquoi, mais il lui en veut quelque chose et elle sait pas pourquoi en tout cas. Oui, alors que c'est lui qui est parti. Oui, tout à fait. Pour une autre femme, mais en même temps, il y a quelque chose qui reste très conflictuel entre eux, au point qu'en partant, c'est elle qui l'abandonne, mais c'est aussi au prix de ses enfants, de vous, ses filles. Ouais, alors qu'elle a insisté pour qu'il nous voie, pour qu'il continue à nous voir, et il a pas voulu, quoi. Oui. La dernière fois que vous l'aviez vu, vous, c'était quand? Là, ça fait pas longtemps, ça va faire 2 semaines. 2 semaines? Ouais. D'accord. Et c'est lui qui se manifeste, là? Oui, toujours.
Et comment ça se passe alors quand vous le voyez? Comment ça s'est passé quand vous l'avez vu il y a 2 semaines? Ce sont des rapports toujours très platoniques, sans chaleur. Je peux essayer de lui donner des informations sur ma vie complètement anodines, mais il s'intéresse pas, il écoute pas. Donc je continue pas et j'écoute ses problèmes et. Il parle de lui? Oh, beaucoup. Vous ne lui dites pas? Non, parce que ce qu'il dit, c'est toujours la même chose et j'ai plus envie de me positionner dans ces histoires. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi toujours la même chose? C'est toujours des problèmes financiers, qu'on comprend pas comme il peut être malheureux. C'est toujours dans cet ordre-là. Hein, il est terriblement malheureux, toujours par rapport à lui et à sa vie. Donc, je ne m'intéresse plus à ces problèmes. Je me contente d'acquiescer et de dire, j'espère que tu t'en sortiras. Mais je crois que vous ne devriez pas, Alice. Puisqu'après tout, ça serait important de lui dire que vous ne devriez pas comme ça acquiescer alors qu'au fond de vous... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de colère, mais que vous n'exprimez plus. Enfin, ça s'entend quand vous dites, j'ai appris à faire sans lui, j'ai appris à me passer de lui, à faire que ça ne soit plus. J'ai eu il y a 2 ans, j'ai eu un rendez-vous que j'ai demandé, moi, tous les deux, pour qu'on se parle, parce que j'avais énormément de choses, de tout ce que j'avais à lui dire depuis que j'étais petite, que je lui ai dit en face, très fermement, j'ai eu des paroles très dures. Et ça lui est passé à 100 000 au-dessus. Et il n'a pas percuté, il n'a rien dit. Et j'avais beau essayer de répéter en lui demandant « Tu comprends ce que je t'ai dit ?» Il était « Oui, mais rien de plus. » Donc moi les choses je les ai dites, mais... oui, il ne vous en a pas reparlé. Non. Parce que vous pourriez lui dire la prochaine fois que vous le verrez, dire je comprends pas bien le sens de notre relation si lorsqu'on se voit tu ne fais que parler de toi et tes problèmes financiers et que tu ne t'intéresses pas à moi. Il peut me poser des questions sur moi, mais il n'écoutera pas les réponses. Ben voilà, dire ce que je ressens c'est que tu poses des questions. Mais finalement, avant même d'attendre les réponses, tu es déjà, je te sens ailleurs. Ouais, je pourrais. Tu pourrais lui dire, mais j'ai pas envie d'avoir de relation avec lui pour l'instant. Oui, mais pourtant vous allez le voir. Parce qu'il me le demande et je pense pour éviter encore des conflits avec ma maman. Je le fais aussi pour elle parce que elle en a fait beaucoup pour nous. Alors si c'est pour le voir 2 jours par an. Et pourquoi elle tient à ce que vous alliez le voir? Maintenant, elle nous laisse faire. Si on veut le voir, on va le voir. Si on ne veut plus le voir, c'est notre problème. On fait ce qu'on veut. Mais elle a tenu à ce qu'on le voit quand on était petite. Elle insistait parce qu'elle voulait pas qu'on perde de lien avec notre père. Mais c'est lui qui a rompu les liens, quoi. Ouais, mais voyez, je reçois un SMS là du subversif qui dit comment faire confiance finalement aux hommes quand on a un père qui abandonne. Et il dit répondez-y en consultation par exemple. Puis il y a Sergio qui dit avec l'image qu'elle a de son père, la petite Ali, je comprends mieux ses difficultés avec les garçons. Mais oui, mais le fond du problème, il est là, hein. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ce que vous évoquez, enfin, ou ce qui est dit, vos copines qui disent oh mais tu es très exigeante, ou votre mère qui écarte un peu d'un revers de la main. Alors peut-être qu'effectivement votre mère évite d'avoir une conversation trop en profondeur avec vous parce qu'au fond, il y a peut-être chez elle un sentiment de culpabilité et qu'elle se dit que sa relation de couple pèse sur votre vie amoureuse à vous, ou sur votre non-vie amoureuse pour le moment. Mais
vous avez posé d'emblée, dès les premiers moments où on s'est parlé, Alice, vous dites je n'arrive pas à faire confiance aux garçons en amour. En amitié, ça va, mais en amour, non. Or, finalement, vous avez, quand vous me parlez de votre père, c'est un père qui abandonne, très clairement. Qui à l'âge, quand vous étiez une petite fille de 3 ans, après, je fais une version très réductrice. Il y a certainement des choses beaucoup plus complexes derrière. Mais vous, concrètement, à l'âge de 3 ans, il est parti. Vous l'avez pas revu pendant toutes ces années. Et il n'a pas été là pour vous. Et aujourd'hui encore, de toute façon, quand il est là physiquement, très peu, il n'est pas là pour vous. Donc, quand on a cette image-là de père, qui est quand même le premier homme dans la vie d'une femme, comment faire confiance aux hommes ? Et vous avez grandi auprès d'une mère qui a été lâchée aussi. Alors je ne sais pas comment elle s'est reconstruite. Est-ce qu'elle a reconstruit sa vie ? Oui. Elle a un homme de nouveau dans sa vie ? Elle a eu quelqu'un pendant longtemps et désormais elle est avec quelqu'un depuis quelques années, oui. D'accord. Vous avez de bonnes relations, vous, avec... Avec lui, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Pourquoi ? Je pourrais dire que je trouve qu'il ne correspond pas du tout à ma maman, telle que je la connais. Il fait des choses à l'encontre des principes qu'elle nous a toujours énoncés et appris. Et voilà, donc je me contente d'être aimable pour ma maman parce qu'elle est heureuse avec lui. Mais je ne peux pas, j'ai essayé, mais je ne peux pas être amicale avec son compagnon. Qui est avec elle depuis plusieurs années ? Oui. Et avec le précédent ? Je le voyais presque pas. Donc j'avais pas vraiment de relation avec lui non plus. Mais le peu que je le voyais, il était très gentil et je m'entendais très bien avec lui. D'accord. Moi, je crois qu'il y a quand même une blessure là, quelque chose. Même si, d'un point de vue rationnel, vous dites que vous vous en êtes arrangé pour finalement moins souffrir, ne pas souffrir. Hein. Vous êtes un peu blindé, forgé une carapace. Il y a quand même une blessure qui reste. Ouais. C'est pas, attendez, c'est pas irrémédiable du tout, hein. Mais je pense qu'il y aurait peut-être des choses un peu à comprendre et peut-être qu'effectivement quelques séances avec un psychothérapeute pourraient vous permettre un peu de parler de tout ça, de la façon dont vous avez un peu vécu les choses, de cette image quand même. Des hommes qui a été assez abîmé par ce père et par cette vision du couple aussi que vous avez eue. Quand j'ai été petite, quand il est parti, j'ai demandé à voir un psy à ma maman parce que j'étais pas bien, donc j'ai été suivie pendant 5 ans quand j'étais petite. Oui. Et à la période où j'ai avoué toutes les choses à mon père que j'avais à lui dire, j'ai aussi suivi une thérapie d'1 an à peu près. Oui. Et je sais pas si je me sens de retomber là-dedans, même si c'est pour quelques séances. C'est à croire que c'est infini, que ça ne s'arrête pas. Non, parce que c'était à des moments différents de votre évolution. C'est-à-dire que vous avez vu un psy quand vous étiez une toute petite fille. Donc à ce moment-là, déjà faire la démarche, hein, ça veut dire que c'est rare, hein, les enfants qui demandent eux-mêmes de pouvoir comme ça aller parler ou à ce moment-là dessiner, jouer, enfin exprimer, rencontrer quelqu'un pour parler de ce qu'ils vivent. Alors ce que vous avez exprimé quand vous étiez une toute petite fille n'était pas la même chose que lorsque vous avez pu dire à votre père tout ce que vous aviez sur le cœur. Je sais pas quel âge vous aviez. Vous étiez adolescente à ce moment-là ? Oui, c'était il y a 2 ans. J'avais 15 ans, 16 ans. 15 ans, 16 ans. Bon, et vous parliez déjà de cette difficulté à faire confiance aux hommes ? Non. Non ?
Non, je me disais que je pouvais ne pas, que je me plaisais, enfin, que les hommes n'étaient pas attirés par moi, j'étais sans intérêt. Oui. Et certains de mes amis m'ont prouvé le contraire. Oui. Et je me suis dit que c'était sûrement autre chose, qu'il fallait que je trouve quoi. Oui. Oui, donc vous voyez, selon les moments de sa vie, et alors là en plus c'est pas seulement des moments, c'est des périodes de votre vie où évidemment entre la toute petite fille que vous étiez, l'adolescente et la jeune femme là que vous êtes, il y a une bascule là, psychologique considérable. Donc évidemment qu'il y a des choses, tout est lié, parce que la petite fille qui se sentait abandonnée par son père, avec une maman certainement qui allait pas bien suite au départ de son mari, l'adolescente qui se sentait pas belle, pas jolie, donc qui a peut-être manqué justement d'un regard de père comme ça, qui la valorise aussi dans sa future féminité, et puis la jeune femme qui aujourd'hui a du mal à faire confiance aux hommes dans le domaine amoureux. Même si tout est lié, c'est pas la même façon de dire les choses. Oui. Alors oui, je suis d'accord avec vous, Alice. C'est vrai qu'il y a des gens qui, parfois, la route est plus droite, quoi. Ils passent moins de temps à mettre leur énergie, ils l'utilisent d'emblée pour eux et pas à devoir se délester de points un peu familiaux et de névroses familiales. C'est vrai. Et il y en a pour qui la route est plus sinueuse que d'autres. Et il faut se délester un peu de ce que nous ont transmis nos parents. D'accord. Qui n'ont pas fait le travail. Et donc, c'est aux enfants de le faire. Mais à votre âge, les choses peuvent aller très très vite. Les choses peuvent aller très très vite. Et bon, peut-être que aussi de réfléchir à la conversation qu'on a eue et de faire des liens. Tout ça est lié, hein. Tout est lié là. D'accord. Et vous devez avoir un seuil d'exigence assez important, et je pense que compte tenu de votre histoire, oui, c'est vrai qu'à 18 ans, souvent les jeunes femmes sont beaucoup plus matures psychiquement que les jeunes hommes. Donc bon, c'est pas étonnant que vous ayez été attiré par un garçon, un homme, hein, même à 27 ans, donc plus âgé, et en même temps il vous fait peur, parce que peut-être trop homme, entre guillemets, pour vous. Mais pourquoi pas ? Oui. Ah ouais. Vous voyez, il y a quelque chose de lié à votre histoire. Mais tous les hommes n'abandonnent pas, Alice. Il paraît. D'autant que c'est pas vous qui l'a abandonné, hein, votre père. Non. C'est pas vous, il est parti en quittant votre mère. On n'abandonne pas un adulte. Et vous, en tant qu'enfant, il y a quelque chose peut-être comme le dit Nico du 88, il y a peut-être chez lui une impossibilité d'être père, une difficulté à être père, du fait de son histoire. Ouais. Il y a, semble-t-il, une immaturité, quelque chose. Vous voyez, d'ailleurs, il vous dit qu'il est malheureux, ce qui, bon, est fou, parce que effectivement, c'est très égocentrique. Hein, il ne parle que de lui. On est d'accord avec vous, il inverse complètement les rôles. Il se confie à vous, sa très jeune fille, et dit « je suis malheureux ». C'est complètement fou. Bon, mais ça révèle une grande fragilité. Et donc certainement une grande difficulté. Je ne sais pas quelle est l'histoire de votre père. Il y a certaines. Par dépressif, alcoolique et voilà, donc il est fragile, ça il l'est, c'est sûr. Oui, il y a certainement, bon, chez lui, ça décharge une grande souffrance et certainement peut-être une impossibilité d'être père, d'être dans la transmission, qui n'est pas liée à vous, à votre personnalité ou à celle de vos sœurs. Ça aurait été pareil avec n'importe quel enfant, mais qui est liée à sa problématique à lui. D'accord. Bonne chance en tout cas, Alice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Caroline Dublanche. 39 21 34 centimes la minute.
M et Ariane Moffat, la bonne étoile. Des réactions qui arrivent pour Alice. Quelqu'un, un auditeur ou une auditrice, c'est pas signé. Un message qui arrive au 7 21 21 et qui a remarqué qu'Alice avait dit: je n'ai pas envie de m'ouvrir à un homme inconnu. Et puis il y a Alain aussi qui nous envoie un petit courriel pour dire: c'est curieux qu'Alice dise avoir avoué ses reproches à son père comme si elle s'en sentait coupable. Oui, c'est pas anodin effectivement ce terme. Et puis Sergio qui dit logique que vous ne pensiez pas attirer les hommes puisque toute petite votre père est parti sans s'intéresser à vous. La clé est là, je pense. On accueille... je voulais faire un petit clin d'œil à Nathalie qui est en Afrique, qui nous écoute via Internet, voilà, l'Afrique où elle vit, et qui embrasse très fort sa maman qui, elle, nous écoute en France. Elle dit merci pour votre émission dont on ne peut plus se passer. On accueille maintenant Cyril, bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Cyril. On vous dégage, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne. Mais je vous en prie. Je vous contacte parce que voilà, j'ai un père qui est alcoolique depuis un certain nombre d'années. Oui. Qui depuis quelques semaines est en procédure de divorce avec ma mère. Et en fait, c'est un peu un appel au secours que je viens de passer ce soir parce que je sais pas comment l'aider. Je suis perdu là. Je suis un petit peu à court d'idées pour essayer de l'aider à remonter la pente, à se reprendre. À aider votre père. Ouais. Parce que c'est vrai qu'une séparation au bout de 28 ans de mariage, c'est pas facile ni pour lui ni pour ma mère d'ailleurs, puisque les raisons, la raison de ce divorce, c'est l'alcool. Et c'est vrai que elle, comme lui, le vivent très mal, et je sais pas trop comment venir en aide à mon père. Vous avez peur pour lui que cette séparation le fasse plonger un peu plus Ouais, définitivement même. J'ai peur ça le fasse plonger définitivement. Ouais. Depuis combien de temps a-t-il ce problème avec l'alcool ? Ça fait longtemps. J'ai appris il y a peu de temps que quand il a quitté, il était militaire avant, et quand il a quitté l'armée en 90, c'était déjà à cause de ça. Donc ça fait une vingtaine d'années maintenant. Mm-hmm. Et, il a fait des cures, il a été hospitalisé. Ouais, il est passé par tout ce genre de circuit. Il a fait une bonne dizaine de cures. La dernière, il en est sorti il y a moins d'un mois. Oui. Et il a rechuté là cette semaine là. Donc il est passé par les associations qui existent, tout ce qui est anonyme, etc. Je pense qu'il a un petit peu épuisé le circuit classique, on va dire, de traitement de ce genre de pathologie. Et donc voilà, donc je sais pas trop, je sais plus comment faire pour essayer de l'inciter à se reprendre, à reprendre sa vie en main, quoi. Vous l'avez vu depuis Oui, je le vois régulièrement. D'autant plus ces derniers temps que ma vie a pas mal changé et que j'ai dû lui annoncer qu'il allait être grand-père. Bon. Et ça m'a même poussé, entre guillemets, un petit peu me servir de ça pour essayer de le remuer en lui mettant un petit peu la pression, en essayant de lui faire peur. Je sais pas si ça a été très utile. En tout cas, ça n'a pas changé en négatif. C'est vous qui allez être père? Absolument, ouais. Oui. Ouais. Bon, dans combien de temps? C'est prévu pour le mois d'avril prochain. Pour le mois d'avril, d'accord. Ouais. Et donc, d'autant plus de frustration que j'ai vu que cette annonce-là n'avait pas eu d'effet positif sur lui. Je vois que ça lui fait plaisir, mais ça n'empêche qu'il retourne toujours à sa bouteille et voilà quoi. Je sais pas trop comment dire. Vous savez, finalement, vous voyez bien, Cyril, que le fait d'être en couple, ça pourrait être une motivation, parce que parfois, justement, la peur de perdre l'autre peut être une façon de dire je vais reprendre ma vie en main, comme vous dites, et arrêter, parce que sinon... la femme avec qui je vis va définitivement partir. Bon, ça n'en a pas été une puisque votre mère a fini par partir et lui n'a pas arrêté. Donc,
vous avez peur, et ça peut se comprendre, qu'il plonge définitivement là, puisque votre mère n'étant plus là, qu'il se laisse vraiment définitivement aller. Ouais. Mais on ne sait pas. Oui, c'est aussi l'inverse qui peut se produire. Ah oui, tout à fait. Ça peut aussi provoquer un déclic en disant qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà, je fous tout en l'air. Oui, c'est sûr. Au fond, elle est partie, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Ouais. Parce que bon, il y avait peut-être aussi dans leur au-delà de son histoire personnelle, de sa souffrance, quelque chose dans la relation qui était devenu très très pathologique. On ne sait, je sais pas. Enfin, vous voyez, tout se voit. Il y a des gens, certes, qui plongent encore un peu plus, et puis il y a des gens, au contraire, qui, suite à une séparation, on le dit, il faut parfois toucher le fond pour vraiment pour remonter, se retrouver, renaître à soi-même. Oui, tout à fait. Donc tout est possible, mais j'entends bien votre désarroi et c'est souvent c'est intéressant votre témoignage et c'est poignant parce qu'on voit à quel point c'est dur aussi pour les enfants dont les parents ont un problème avec l'alcool et à quel point vous voulez essayer de le prendre en charge finalement et à quel point vous vous retrouvez dans l'impuissance. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est une pathologie qui est vraiment, qui à mon avis est une des pires pathologies puisqu'elle détruit non seulement physiquement mais aussi socialement. Oui, elle désocialise terriblement. Et sur ce type de pathologie, il n'y a aucune prise en charge réelle qui existe, hormis des circuits assez classiques d'hospitalisation, de traitement par médicaments. Oui. Il y a rien qui existe à part les associations comme soutien moral, etc. Et c'est vrai qu'on se retrouve vite démunis. C'était un peu aussi l'objet de mon appel. C'est que si des auditeurs ont déjà vécu ça et ont des gens qui s'en sont sortis, je suis preneur de tout témoignage volontiers. Parce que, d'idées ou de solutions pour essayer de le tirer vers le haut. Parce que là, aujourd'hui, on touche un peu le fond, même nous, dans l'entourage. Parce que c'est vrai qu'on se sent complètement démunis, on ne sait plus comment faire. À la rigueur, on est presque à l'abandonner à son sort, alors que quelque part, ça reste une maladie, quoi. Vous avez des frères et sœurs ? Bien sûr, oui. J'ai un frère et une sœur. Et vous êtes solidaire par rapport à votre père ? Je pense qu'on a tous les trois envie qu'ils s'en sortent, mais moi j'ai l'avantage et l'inconvénient d'avoir quitté le domicile familial assez tôt. Oui. Ce qui fait que j'ai pas vécu les 7 dernières années 24 heures sur 24 avec eux comme eux ils ont pu le vivre. Et donc eux ont peut-être un petit peu plus lâché prise depuis que moi je n'ai peut-être pas encore eu l'occasion de le faire. Donc eux ils ont un petit peu abandonné. Ils ont peut-être perdu espoir, quoi, disons. Je pense que ma sœur est assez réactive et hargneuse sur ce sujet. Et mon frère est juste, comment dire, il laisse couler, quoi. Il réagit plus trop. Chacun réagit en fonction de sa personnalité. Ah oui, tout à fait. De toute façon, je leur jette pas la pierre. Oui, non, mais j'entends bien. Loin de là, je comprends tout à fait. Moi, ils se protègent certainement. Voilà, exactement. Moi, j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu pendant 7 ans, donc je peux pas du tout me mettre à leur place. Et je comprends très bien qu'ils puissent en avoir assez. Et vous, donc, moi, ce que j'entends, donc vous, il va y avoir, c'est votre premier enfant qui va naître, là, oui. Et finalement, vous êtes tellement préoccupé, comme ça, par la santé de votre père, que, au fond, c'est presque comme si cet événement-là qui arrive passait pas au second plan, mais enfin, ça vous décentre de votre vie. Disons que ce qui m'ennuie, c'est parce que je vis pleinement cette grossesse et je suis heureux. Enfin, c'est un bouleversement complet dans ma vie et c'est que du bonheur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en même temps, ça me sert d'argument contre mon père et ça m'attriste un peu parce que
finalement, ça devrait être quelque chose d'heureux pour tout le monde, et ça devient une arme contre mon père et contre sa maladie, et ça me frustre énormément. Pourquoi? Comment ça, une arme? Que voulez-vous dire? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce soir, c'est vrai que j'ai pas forcément été très clair, mais quand j'ai appris ça, j'ai dû lui annoncer ça un jour où il avait bu clairement et visiblement, et je lui ai un petit peu jeté à la figure sans pouvoir lui annoncer comme on devrait annoncer à un père qui va être grand-père. Oui. Et je m'en suis même servi comme une menace en lui disant quelques jours après que s'il souhaitait voir son petit enfant, il faudrait qu'il prenne sur lui. Et c'est vrai qu'après je m'en suis voulu quelque part, mais je trouve pas d'autre solution que ce genre d'issue-là pour essayer de le faire réagir aujourd'hui. Et ça me frustre énormément. Parce que je me dis qu'on devrait partager ça entre père et fils. Mais oui, parce que ça vous rend malheureux de pas pouvoir partager tout ça. Ouais, tout à fait. Alors je pense déjà par rapport à cela, Cyril, peut-être que vous pouvez le reprendre justement un jour où il ne sera pas sous l'empire de la boisson. Et justement où vous pourrez en reparler tranquillement avec lui. Et en disant, parler de cet enfant qui doit arriver en avril, et que vous aimeriez pouvoir partager cette naissance avec lui, que ça serait vraiment important pour vous qu'il soit là, qu'il soit à vos côtés, que vous allez devenir père, mais que vous auriez besoin de lui en tant que père à vos côtés. Bien sûr, oui. Et là, dans ces moments-là, au moment de la naissance et même après, et que pour cet enfant, vous voulez que cet enfant, il a un grand-père, pour tout ce qu'il a à transmettre. Voyez, le valoriser aussi, peut-être dans ce qu'il vous a transmis en tant que père. C'est-à-dire que il est pas qu'alcoolique. Ah non, il a autre chose, le valoriser peut-être dans ce qu'il vous a apporté. Et justement, en parler dans un moment où il n'a pas consommé d'alcool et où il va pouvoir vous entendre. Parce que là, il se souvient peut-être même plus de ce que vous lui avez dit. Ah ben c'est exactement ça. C'est ça. Mais ne vous en voulez pas à vous de lui avoir dit ça. Vous étiez en colère, vous étiez malheureux. Mais il faut pouvoir en parler dans des moments où justement il est à même de vous entendre. Et puis je crois que c'est juste la personne qui s'alcoolise a une image d'elle très abîmée, très dégradée. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Comme vous dites, c'est une image physique, c'est une image psychique dégradée, c'est une image sociale. Donc il y a aussi pouvoir à certains moments lui renvoyer une autre image d'elle, et par rapport, comme vous dites, à ce petit enfant qui arrive, lui dire que pour vous c'est important et que vous avez besoin de lui aussi. Voilà, que vous comptez sur lui. Parce que ça, c'est, je pense, ça ne peut pas. C'est important, parce que ça c'est une motivation, c'est un projet. Parce que s'il vous dit oui, mais ta mère est partie, oui, elle est partie, c'est comme ça de toute façon, et tu sais pourquoi elle est partie. Mais je veux dire, il y a quelque chose, elle est partie, mais moi je continue à avoir besoin de toi. Il y a la relève qui est là, il y a un petit enfant, petit-fils ou petite-fille, peu importe, qui va arriver et qui aura besoin de toi. Et un grand-père, c'est important, un grand-père, et la famille, elle continue à être là. Et il aura besoin de toi comme moi j'ai encore besoin de toi. Vous voyez, c'est-à-dire c'est à la fois être tendre vis-à-vis de lui, mais aussi ferme. Oui, tout à fait. Vraiment. Okay. Et comme dit Petite Plume, attention elle dit bien que vous souhaitiez aider votre père, ne vous oubliez pas. Vraiment. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai 27 ans et je pense que je prends conscience avec l'arrivée de cet enfant, en fait, justement, de tout ce qui me manque avec mon père. Mais c'est pour ça que c'est difficile pour vous. J'ai pas eu Oui, c'est pour ça que c'est difficile pour vous.
On va vous donner les coordonnées hors antenne. Il ou elle boit, c'est une association qui dit que dois-je faire. C'est des consultations individuelles où on peut vous aider. Justement, c'est si vous êtes un enfant, le conjoint. Enfin, c'est http://que-dois-je-faire.free.fr. Ne raccrochez pas, on va vous redonner tout ça hors antenne, Cyril. Bon courage et plein de bonnes choses pour cette naissance. Au revoir. Merci et bonne continuation pour votre émission. Merci, au revoir. Au revoir.